amis internautes, bienvenue dans cette émission spéciale conduite par reporter Bénin Guérit TV Monde qui reçoit pour vous Nikez Kochami Fagnon. Il est actuel maire de la commune de Dassazouma, président du groupement intercommunal des Collines, ancien député, ancien ministre, ancien membre du COSLEPI, ancien conseiller à l'économie du président de la République, spécialiste du financement du développement, ancien fonctionnaire de la BOAD. Selon lui, le Bénin souffre de son système de développement et le mot rupture a été de tous les systèmes politiques sans qu'on ne se préoccupe des questions essentielles du pays. Il est temps de revoir le système de développement et à ce titre, nous parlerons, mesdames, messieurs, de la gouvernance de talent 2 ans après sa prise de pouvoir, du contrôle de l'action gouvernementale, du RAVIP et du COSLEPI, des redressements fiscaux tous azimuts à l'ère de la rupture. Nous ferons également l'état des lieux de la décentralisation. Je suis bien sûr avec Chamsdine Badarou. Bonjour Chamsdine. Bonjour Pissouillon. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour madame. Monsieur le ministre, maire, député, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre, ancien député, vous êtes actuellement maire de la commune de Dassazouma, comme Pissouillon vient de le dire à travers son introduction. Que peut-on retenir de façon globale des 2 ans de Patrice Talon? Très bien. Je vous remercie de me donner de pouvoir partager avec mes concitoyens l'opinion de quelqu'un comme moi. Et moi, j'ai l'habitude de rappeler que j'ai été l'homme de tous les couvents. Et comme vous le voyez bien, j'ai 28 ans de carrière, dont 16 ans en matière de banque commerciale, banque de développement et 12 ans de management public. Et je pense que l'occasion qui m'a été offerte, et je profite pour renouveler mes remerciements à tous ceux qui m'ont fait confiance en me portant ici à la tête de la mairie et mes pairs qui ont cru en moi en me faisant responsable au premier chef du groupement intercommunal des Collines. En vérité, je voudrais d'abord rappeler que ça me fait marrer, lorsque quelqu'un tousse, il dit rupture. Si quelqu'un trébuche, il dit rupture. Tout comme si c'est le mot rupture qui est à la base de tous les malaises et que les malaises sont nouveaux. C'est là où il faut trouver un des aspects aussi de la béninoiserie. Mais à tort ou à raison, ils le disent parce qu'il faut le reconnaître, en dépit de tout ce que les gouvernants successifs ont fait. Et quand vous prenez des rapports d'institutions de financement du développement, il est établi que le taux de pauvreté monétaire n'a pas reculé. Le rapport autour duquel la Banque mondiale nous a conviés l'année dernière a montré que cette pauvreté sévit plus en milieu rural et autour de 40%. Bon. Vous voyez bien, nos pères indépendantistes ont rompu avec le colon en pensant qu'en étant allés à l'indépendance, ça suffirait. Mais ils ont oublié l'indépendance économique. Lorsqu'ils en sont arrivés au conseil présidentiel, tout le monde en avait marre. À l'époque, il y a eu les jeunes militaires qui, à travers le gouvernement militaire révolutionnaire qui a été constitué, ils ont procédé aussi à leur manière à la rupture. Et s'était installé le parti unique, le parti de la Révolution populaire du Bénin. Et la conférence nationale, au bout de 27 ans, au bout de 17 ans de gouvernance politique, la conférence nationale s'est imposée. Elle s'était imposée et inconsciemment, tout le peuple est allé vers encore la rupture avec le GMR, le parti unique. Et maintenant, on a donné lieu au multipartisme intégral
Et on a eu espoir que la démocratie qui a été amorcée pouvait justement suffire. La problématique, est-ce que dans notre contexte, c'est de cette façon qu'il faut faire la démocratie? Je ne veux pas la remettre en cause, mais est-ce qu'il peut y avoir démocratie sans développement dans un contexte de lutte contre la pauvreté, mais aussi dans un contexte de potentialité économique, touristique et culturelle insuffisamment exploitée? C'est aussi ça. Parce que quand on regarde la pauvreté, on oublie de regarder que nous avons des potentialités que nous n'avons pas eu l'intelligence de mettre en œuvre. On est allé au renouveau démocratique sous les présidents Soglo. On a même dit qu'on ne mange pas le pavé. Pourtant, le pavé est resté important là, jusqu'à ce jour. On a rompu avec lui. C'est la rupture. On a parlé du Bénin du futur. À nouveau avec Mathieu Kérékou. Et après 10 ans, on a dit qu'il faut encore rompre. On a parlé de changement. Et immédiatement, on a incrémenté pour dire refondation. C'est là où les pédales ont été mélangées à travers. Et on est arrivé pour dire maintenant, il faut rompre. Maintenant, de quelle rupture il s'agit? Donc vous voulez dire que la rupture, ça ne date pas d'aujourd'hui? Non, même ancestrale. Observez la succession des rois d'Abomey. Chacun vient avec son emblème. Chacun vient avec son slogan. Et puis, c'est comme ça, le roi Guézo, bien qu'ayant identifié qu'il y avait le symbole de la jarre trouée, il y a combien de trous au niveau de cette jarre? Et depuis là, on n'est pas arrivé à bouger. Voilà, avec cette Bon, rupture, donc, avec cette rupture, nouvelle formule, laissez-moi de vous dire, pour que vous compreniez, le malaise se trouve dans le fait que, effectivement, tous les gouvernants qui se sont succédés, on n'a pas pris l'aspect positif de ce que les autres ont fait. Mais il y a une nuance. Ici, là, avec cette rupture, je constate quand même que quand vous prenez le secteur agricole, on n'a pas remis en cause le plan stratégique de relance du secteur agricole. Parce qu'il lui fallut 10 ans pour bâtir le plan stratégique qui n'existait pas. Le président Yahi pensait que c'était de l'amusement en convoquant les agronomes en mai 2006 pour dire que lui veut faire du Bénin une puissance agricole à l'horizon 2010. Mais c'est justement à cet horizon-là que le document de stratégie a été validé. Donc le Bénin n'a pas été agricole. Donc le plus, on est parti de là pour étoffer. Et on s'est rendu compte qu'il faut compléter, il faut des réformes. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des études qui ont défini les pôles de développement. Et ces pôles de développement, sur la base de l'agenda spatial, et quand on parle de Bénin émergent, tout ça, lorsque vous regardez, ça veut dire qu'il y a des communes. Ça signifie qu'on ne peut pas aller au développement économique et social, non plus culturel, s'il n'y a pas aménagement du territoire. Ça, c'est le dénominateur commun de tout ce dont on parle. Et aujourd'hui, je vous parle, donc nous sommes avec le nouveau régime, le régime du nouveau départ. On parle maintenant du plan de développement stratégique du secteur agricole. Et c'est à cette faveur que on a identifié des pôles. Il y a 7 pôles de développement. Ici, à Dassazoumé, chef-lieu du département des collines, depuis son avènement, et je vais en venir, nous sommes dans le moyen Ouémé. Ça veut dire que les communes des collines, plus Djidja, Bassila et Tchaourou, font partie intégrante des communes du pôle 4, où il faut les agences territoriales de développement agricole, parce que les projets de développement agricole, et c'est là où ça interpelle. Les réformes ne concernent pas seulement le volet agricole. Parlez-nous de votre regard sur la gouvernance actuelle. De façon globale. Je suis obligé de vous parler de ce qui me touche, parce que je suis ici un pays agricole. Et il n'y a rien qui puisse se faire sans l'agriculture. C'est pour ça
je suis obligé d'en parler et de vous dire que les réformes qui se font là, en ce moment, ont un impact, non pas un impact immédiat positif, mais il y a un impact et progressivement positif qui va être espéré. Parce que déjà nous, au niveau du département des collines, déjà la mise en œuvre des projets, il y a l'approche qui a changé. On a l'unité de gestion du projet d'appui au développement agricole des collines, PADAC, financé par l'Agence française de développement, qui fait partie des rares projets qui ne sont plus logés au ministère. C'est au cœur du groupement intercommunal des collines. On a fait des maires, des copilotes et du groupement intercommunal des collines, copilotes. Ça veut dire que rien ne se décide sans nous. Et c'est nous-mêmes qui avons participé au diagnostic approfondi des investissements agricoles pour dire quel type d'investissement il faut faire dans les communes et maintenant comment accompagner les porteurs privés. À l'heure où je vous parle, il y a déjà une présélection de projets privés avec des grilles de financement sous forme de subventions. Où par exemple, les coopératives de femmes bénéficient de 95% de dons, donc de subventions. Alors, lorsque j'en viens à l'aspect déconcentration, vous voyez le fait que pendant longtemps, nos communes soient restées, il y a des communes qui sont restées éloignées. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé les préfectures. C'est un plus. Le fait d'avoir créé les préfectures, ça veut dire que ici, toutes les 5 autres communes, y compris Dassa-Zoumé, tous les citoyens bénéficient depuis lors d'une économie de 90 km pour aller à Abomey et revenir. Ça veut dire que tout se fait ici, sur place. Mais cette déconcentration s'applique davantage parce que c'est la politique nationale, de décentralisation, de déconcentration et d'aménagement du territoire. Donc, le régime va vers un meilleur aménagement du territoire. Et le meilleur aménagement du territoire concerne les infrastructures, les routes. Ce qui tranche et que beaucoup d'autres ne comprennent pas le président, c'est la structure des chaussées qui sont en cours de construction nouvellement. Moi, je suis ancien ministre des Travaux publics. Nous avons construit des routes et en enduit superficiel. C'est-à-dire C'est-à-dire que fait le gravillonnage et puis c'est l'enduit superficiel, c'est la consistance, donc l'épaisseur, déjà à partir de la superstructure, les couches de base, les couches de roulement, ce n'est pas la même chose. Donc ici, c'est la différence. Ce qui se fait aujourd'hui, tout au moins, il y a le renforcement des couches de base, mais la couche de roulement, là où le revêtement se fait en enrobé, c'est-à-dire en béton bitumineux. C'est-à-dire le béton bitumineux pour supporter une certaine charge. Et il y a un redimensionnement de ces routes. Aujourd'hui, nous bénéficions justement de la route entre Zayanando, Pawyan pour faire un raccourci, 57 km maximum. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, Bonikon, Dassa par exemple, est dans un état c'est pour faire impraticable. Oui, justement. Y a-t-il un projet en cours pour il y a un projet en cours. Parce que là, c'est carrément de l'autoroute. Oui, carrément. C'est carrément de l'autoroute qui est en train d'être configurée pour changer toute la donne. Il vaut mieux ça. Mais plus, je voudrais mettre l'accent sur sa décision courageuse. Laquelle? La décision courageuse par rapport au chemin de fer. De dire, ah, voilà, moi, je ne veux plus que ces acteurs-là, l'un ou l'autre de ces groupes, il faut qu'ils s'écartent de ce projet-là. Parce que c'est le défaut du chemin de fer qui fait aussi que les populations souffrent. Parce que quand les marchandises sont transportées par chemin de fer, ça a l'avantage de minimiser les coûts. Ça veut dire que tous les vivres qui vont à Cotonou, qui vont dans la zone méridionale, depuis le nord, auraient pu être transportés majoritairement par le chemin de fer. Donc, le fait qu'il n'y a pas le chemin de fer, c'est ça qui obère les coûts. Et au finish, le consommateur trouve que le panier de la ménagère est exorbitant. Même quel que soit ce qu'on aura fait. Si on ne parvient pas à aménager le chemin et la voie ferrée, il n'y aura pas en plus un meilleur partage de trafic.
Ça veut dire qu'on peut construire cette route-là jusqu'à Malanville en enrobé, mais la surcharge de trafic va dégrader, accélérer la dégradation. Bref, lorsque vous venez, vous prenez l'aménagement de nos villes. Il y a eu des projets de pavage qui étaient initiés, pour lesquels on n'avait même pas signé les conventions de financement ou les conventions de maîtrise d'ouvrage délégués. Je veux en parler avec ces projets qui sont dans le nord. Il y en a 12 communes concernées. Il y en a ici pour lesquels vraiment il y a des problèmes de financement, il y a des balbutiements. Avec lui, on a obtenu de pouvoir les relancer. Il y a le programme de l'asphaltage, c'est-à-dire tout court l'amélioration du cadre de vie. Et ça risque d'être long, je ne suis pas là pour aller énumérer projet par projet, c'est pour vous donner. Ce qui est important, il y a la méthode, il y a la rigueur, il y a qui part du diagnostic. Cette méthode même qu'on lui reproche aujourd'hui. Plusieurs acteurs politiques lui disent il a de l'ambition, il veut changer le Bénin, mais la méthode qu'il utilise n'est pas la bonne. Il vaut mieux qu'il l'utilise. Et pour emprunter ses propres propos, je préfère, c'est quelqu'un qui est rassasié. C'est quelqu'un... Oui, quand nous avons tous étudié la sociologie, bien sûr. Vous voyez, il n'est pas aux besoins primaires. Voilà, lui, il a un niveau de besoin supérieur qui n'a rien à voir avec les choses. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée parfois le déphasage avec le peuple? Non, justement, parce qu'en réalité, sans vous mentir, il était du milieu de nous. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il était du milieu de nous. Il n'y a pas de politique au Bénin qui n'est pas accompagnée. Ensuite, avec le réseau des producteurs de coton, il a finalement compris que même si vous êtes investisseur dans une filière et qu'il y a des producteurs par ailleurs, vous ne pouvez pas vous développer si vos producteurs et eux s'appauvrissent. Ça veut dire qu'ils ont travaillé maintenant pour améliorer le rendement. Ils ne sont plus obligés d'aller vers une culture extensive du coton. C'est-à-dire sur la même échelle, ceux qui avaient des rendements de 800 kg, je l'ai observé ici, il y en a qui sont arrivés à 1 tonne 5, 2 tonnes. Et le producteur gagne en ce moment-là. Bon, ça veut dire quoi? Il connaît ce milieu, mais il n'a pas vécu de près comme moi. C'est la différence. Moi, j'ai vécu nez à nez, je suis là nez à nez avec la pauvreté à la base. Donc, je peux en parler. Il ne connaît pas la pauvreté? Non, il ne connaît pas et il ne connaît pas les détails de la pauvreté. Il est l'hirondelle qui a annoncé le printemps. Il est l'hirondelle qui a annoncé le printemps. Il faut que les Béninois sachent ça. Il est ambitieux. Moi, je préfère le prendre au mot et tenir compte de son ambition. Lorsqu'il dit en matière de l'eau, selon les objectifs de développement durable, c'est d'ici 12 ans encore, 2030, l'agenda. Il dit à la fin de mon quinquennat, moi, j'ambitionne de régler l'accès de l'eau pour tous. D'accord? Je le sens ici. Déjà, je le sens. Et d'une manière ou d'une autre, il faut sortir des polémiques de c'est mon projet, c'est pas mon projet. Non, c'est à l'ancienne code qu'on attache la nouvelle. La seule nuance, il faut bien vérifier si la partie à laquelle on veut attacher la nouvelle code, s'il n'y a pas une partie de l'ancienne code qu'il faut amputer. C'est ça le problème. Et ici, là, nous avons bénéficié, c'est sous lui, qu'un projet qui est en sommeil depuis des lustres, on a pu voir la concrétisation. Il y a les Japonais là, on est ici, là, c'est un projet d'adduction d'eau japonaise, vous comprenez? Et là, d'ici 3 mois, ce projet aura atteint le point d'achèvement avec la construction de châteaux, et de nouveaux châteaux, de centres de traitement et l'augmentation de la capacité de production de l'eau par 4. En plus, il y a des potentialités non exploitées. Quand on parle du fleuve Ouémé, là, il y a le haut Ouémé, le moyen Ouémé et le bas Ouémé. Il a prévu une stratégie. Il a prévu, c'est-à-dire qu'ils sont en plein, le gouvernement est en plein dans la concrétisation de la gestion intégrée des ressources en eau. Ça veut dire comment exploiter l'eau du fleuve Ouémé et
pour servir de l'eau domestique, pour servir de l'eau en fait en milieu rural, les questions d'irrigation, etc. Et nous, on a bénéficié déjà d'un projet de 50 milliards où il y a 2 barrages en construction. Les 2 barrages en construction... Est-ce que ce n'est pas parce que c'est vous, Nikes Fayon, qui êtes à la tête de la commune de Dassazoumen, que vous bénéficiez d'autant de projets, non? Bon, je ne vais pas dire... Non, moi je ne suis qu'un simple pion sur un invisible échiquier. Mais il faut reconnaître que charisme pour charisme, ce qui est prioritaire pour moi, ce n'était pas de courir derrière des postes. Ce qui est prioritaire pour moi, c'est de travailler pour que l'aménagement du territoire soit effectif, pour que les projets du programme d'action du gouvernement soient territorialisés. Et c'est pourquoi nous les maires, si nous nous intéressons au PAG, c'est parce que c'est nous que ça intéresse. Un ministre, c'est le commis du chef du gouvernement. Hein. Mais le maire, oui, le ministre, c'est le commis du chef du gouvernement. Un ministre n'est pas quand même un béni, oui. Non, quand je dis de commis, bon, commis avec grand C, mais il est quand même commis, parce que lui, il ne fait que ce que le chef du gouvernement fait. Mais le maire, né à nez avec la pauvreté, est dans le principe de l'administration libre. Il peut aller mobiliser les ressources de la coopération décentralisée, les ressources du partenariat, pour régler, entre autres, les problèmes que vivent les populations à la base. Lorsque vous prenez la sécurité, nous sommes encore mieux placés pour vous dire ici qu'il y a un regain de stabilité en matière de sécurité, notamment sur tout l'étendue du corridor. Aujourd'hui, il y a un programme de construction de 400 commissariats d'arrondissement. Et le fait de mutualiser les forces permet de faire une certaine économie d'échelle. Alors, je parlais de l'eau tantôt pour vous dire en réalité, que ce soit dans ce cadre, que ce soit dans le cadre de l'aménagement du cadre de vie, le président a beau être ambitieux pour le pays. Il a beau vouloir que les populations puissent avoir accès à l'eau potable. Mais le président, et c'est de ces détails-là que je parle, le président ne connaît pas le plus petit village, il ne connaît pas Okrou-Diesso, le président ne connaît pas Rifo, le président ne connaît pas ici Banigbe, le président ne connaît pas, je peux citer beaucoup de villages. Ça veut dire quoi? Chacun doit jouer sa partition. Si nous, élus locaux et communaux à la base, nous ne travaillons pas pour faire savoir. Et le problème fondamental, c'est là. Vous voyez, vous êtes dans un domaine où les besoins sont énormes. Mais on a une loi sur la décentralisation. Il y a une querelle. La loi sur la décentralisation, elle est désuète. Mais les besoins qui existent amènent à prendre des dispositions, des mesures qui tendent à être interprétées comme s'il y a usurpation des prérogatives des maires. C'est là le problème. C'est parce que la loi sur la décentralisation est désuète et à mon avis, le choix stratégique que fait le président, c'est le type de choix qu'il faut pour stratifier la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Ça veut dire quoi? En matière de l'eau, le fait d'avoir créé une direction générale d'adduction d'eau potable en milieu rural est une excellente chose. Ça ne prive pas les maires de devoir aussi investir dans la mesure où, dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage, les maires seront associés par rapport à la convention qui est en cours de préparation, de finalisation. Voyez, déjà à partir de ce moment-là, et le problème qui se pose est ceci. Moi, j'ai été député. Mais je suis éclairé que simplement parce qu'il y a eu insuffisance de contrôle de l'action du gouvernement, il y a eu mobilisation de ressources de Exim Bank pour construire des châteaux d'eau dans 69 villages. D'accord? Les châteaux d'eau sous financement Exim Bank, c'est vrai que c'est un financement lié. Et depuis 2013, nous espérions avoir 3 châteaux d'eau. Fort heureusement, on nous l'a annoncé pour cette année. En dehors de tout ce que je vous ai dit là. Mais de 2013 à maintenant, il y a du retard. Avec le président Talon, le plus, c'est que lui, il a le sens du temps. C'est-à-dire le temps est précieux. Plus vous perdez le temps, plus vous perdez de l'argent. Bref, en matière de l'éducation, vous voyez sa stratégie. Je vous donne des repères et vous déduisez. Constat pour constat là, il a fallu ces grèves
des enseignants pour qu'on découvre que 70% de nos enseignants sont vacataires. Et c'est dangereux pour une république. Mais c'est dangereux. Mais c'est 70% là. Mais je veux bien que les gens revendiquent les projets qu'ils ont laissés. Je veux aussi qu'ils se paternalisent ce problème-là. 70%. Et ici, moi je fais le point. Je parle d'ici. J'ai fait le point des besoins en matière d'infrastructure. Il fallait 150 salles de classe. 30 septembre 2015. 30 septembre 2015, lui n'était pas encore là. 150 salles de classe dans le secondaire. 300 salles de classe dans le primaire. 125 salles de classe dans le maternel. Parce que les enfants d'ici sont discriminés. De quelle manière? Oui, les enfants d'ici sont discriminés. Ici, très peu de villages, très peu d'écoles sont dotées d'écoles maternelles. Alors qu'à Cotonou, vous avez jardin d'enfants. Vous avez maternelle 1, maternelle 2, maternelle 3. Et la maman des enfants d'ici est obligée de le porter à Califouchon jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, où on le met brutalement au cours d'initiation, alors qu'il devrait bénéficier aussi de la préscolarisation. Il n'y a pas des écoles maternelles Non. Ici, mais pour l'école privée, il peut y avoir privé, on est dans le domaine du public. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait en ce sens? Justement, ici, on est en train de construire des modules de classe. On a utilisé des ressources du FADEC, non affecté investissement, pour construire des modules de classe. Et là où je vais en venir, le besoin important d'infrastructures, en regard, on avait un besoin de 300 enseignants. Et quand vous regardez, moi je ne suis pas contre qu'on ait reversé les gens, mais je constate que le reversement qui a été fait n'a pas apporté la qualité à l'éducation. La preuve, c'est que les écoles normales ont disparu. Or, par le passé, il faut reconnaître que même au temps de la Révolution, n'enseigne pas qui veut. Vous faites l'école normale des instituteurs, vous faites l'école normale supérieure, et pour entrer, il faut faire concours. À l'intérieur, c'est la compétition. La nuance, lorsqu'on a envoyé des bacheliers en mission, on a vu le désastre que ça a causé. Vous avez compris. Lorsqu'on a dit les GIR, jeunes instituteurs révolutionnaires, on a vu à certains égards ce que ça a causé. Il faut tirer le son du passé, c'est ce que je veux dire. Et en tirant le son du passé, je voudrais vous faire remarquer, son ambition à lui, c'est d'améliorer l'offre qualitative en matière d'éducation. En matière de l'éducation. Pourquoi? Parce que les enfants sont mal formés. Et c'est là où il y a problème. Il a beau faire là, il est dans le baba. Parce qu'en réalité, le nombre d'enfants qui ont été formés, qui n'ont rien à voir avec le besoin réel de l'économie, c'est-à-dire ils ne sont pas employables. Il a des projets, par exemple, emploi jeunes, et qui s'intéressent beaucoup plus à l'artisanat, à ceux qui sont sur le territoire, qui font et qui exercent de métiers. Mais tous ces enfants-là qui sont formés là, moi-même là qui suis ici, je ne les connais pas. C'est grave. C'est eux qui sont sous WhatsApp, c'est eux qui, évidemment, ils font tourner les boîtes de téléphonie mobile. Quand cela ne tienne. Parce qu'ils trouvent toujours du crédit à acheter. Bon, donc ici, là, vous voyez, nous, le président a dit, il faut tout faire pour que, déjà, il faut améliorer la qualité de l'enseignement. Et à partir de ce moment, ils ont sorti les enseignants qui sont dans les bureaux administratifs, ils les ont sortis pour les redéployer sur le terrain. Ensuite, il y a de projets novateurs. Il y a 3 grands centres de formation technique professionnelle. Le coût unitaire, c'est 10 milliards. Nous avons bénéficié d'un de ces centres ici, construit par les Chinois sous financement Exim Bank de Chine. C'est dans le village de Kéré, là, après l'école de Itagui, au bord de la voie. Ça veut dire quoi? C'est 10 filières environ de formation dans les secteurs vitaux de l'économie. Ensuite, c'est 1200 apprenants à l'internat, et c'est sur 25 hectares. On a bénéficié aussi de la construction d'un lycée technique industriel commercial, comme l'ITEB, comme Koulibaly, et c'est à l'entrée, au niveau de Bouélé, à Pangouin là-bas. Et ici, on est rentré dans une nouvelle phase de sélection. Déjà, vous voyez, la fondation de la première dame s'est préoccupée des meilleurs au BPC. Et ils sont en train de les suivre. Elle s'est préoccupée des meilleurs baccalauréats. Et les meilleurs là, on leur a fait des tests. Et on a choisi les meilleurs des meilleurs pour faire une école préparatoire. Et l'école se trouve ici, chez nous,
sur le territoire des collines. Quand moi je parle du territoire, comprenez le territoire des collines. Parce qu'aujourd'hui, ça fait une estimation de 800 000 habitants. Ça fait 60 arrondissements, au moins 440 villages. Et là, c'est là où se trouvent aussi des potentialités non exploitées. Donc, comprenez qu'avec ce système-là, l'excellence, il faut remettre en place progressivement. Mon papa a l'habitude de dire, quand vous êtes producteur et cultivateur, vous voulez changer de superficie, de village, vous voulez aller vers de nouvelles terres, vous voulez rompre avec l'ancienne terre. Il ne faut pas moins de 3 ans à 5 ans pour voir le résultat là-bas, parce que c'est nouveau, il faut aménager. Donc, en un mot, ce que je m'en vais vous dire, c'est que ce style, en fait, de gouvernance, c'est axé, c'est des cibles qui sont choisies pour parer au plus pressé en prenant des dispositions et il peut ne pas être compris. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas la peine de continuer à dire rupture, j'ai expliqué. Oui, monsieur le maire, effectivement, vous venez de faire un long développement. Dans cette gestion d'État également par le président Tanon, il y a la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les gens sont frappés. Quand on prend par exemple le siège de l'Assemblée nationale. Le dossier du siège de l'Assemblée qui fait polémique actuellement. Vous avez même dit qu'il y a une mafia. Vous le confirmez. Ce que je vais vous dire là, le siège de l'Assemblée nationale, le siège de l'Assemblée nationale, je le redis 3 fois, le siège de l'Assemblée, c'est la honte nationale. Pourquoi? C'est la honte nationale parce que on ne peut pas construire le siège, on ne peut pas avoir démarré la construction du siège de l'Assemblée nationale sans le vote des ressources budgétaires à l'Assemblée nationale. Puisque c'est les ressources du budget national. Ça suppose que, c'est ce que j'ai compris, et c'est la nature justement de notre système de développement. On a bien fait aussi le contrôle de l'action gouvernementale. La Constitution n'a pas prévu de force coercitive pour forcer un gouvernement ou le réprimer à faire ci, à ne pas faire ça. Mais moi j'estime quand même que c'est depuis, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut dire qu'il faut déplacer le siège de l'Assemblée nationale. Et je vais en venir à votre préoccupation. Ce n'est pas aujourd'hui parce que les députés ont traversent le pont, ils ont vu, depuis le jour où on a voulu piocher, on leur a apporté le dossier. Première année, ils ont voté. Deuxième année, ils ont mis l'argent. Troisième année, et moi, je peux vous dire que si nous avons rejeté, je fais partie le budget de 2015. Non, 14. 2014. Si nous avons rejeté, ça faisait partie des motifs. En dehors de ça, il y avait le problème de l'eau dans ma localité. Vous voyez, il y avait le problème de l'eau dans ma localité. Ensuite, il y avait le problème de la subvention que l'État faisait à l'époque des engrais dans le secteur coton. Donc, etc., etc. Mais on avait déjà mis le doigt sur cette plaie-là. Mais puisque il se trouve à l'Assemblée des députés, et c'est ça que je veux dire, mes mêmes collègues-là, qui aujourd'hui jubilent, qui parlent de oui, on est prêts à lutter contre la pauvreté, au moment où on le disait là, ils étaient taiseux. Parce qu'en fait, ils étaient dans la peau de celui qui soutient le pouvoir. Et c'est ça qui n'est pas bien. Le contrôle parlementaire de l'action du gouvernement n'est pas un instrument ou n'est pas non plus une fonction. Ça fait partie des 3 fonctions du député. Donc ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec... Non. C'est justement là qu'il faut attirer l'attention des uns et des autres. Pourquoi? Parce que le constituant a voulu donner un pouvoir fort au président de la République. Il sait qu'il lui a donné un pouvoir fort dans un contexte donné. Et qu'on en a besoin. Donc il ne faut pas qu'on en veuille à Patrice Talon. Son pouvoir là, c'est le constituant qui a défini. Mais le même constituant a donné pouvoir individuel d'initier de lois concurrentielles avec un député doit pouvoir initier de lois concurrentielles avec le président. Le même constitution dit, vous êtes élu sur une liste, votre mandat n'est pas impératif, article 80.
Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes élu sur la liste de telle liste que vous devez faire la volonté de tel. Moi, et le constituant a dit, vous avez l'obligation, vous avez le droit de poser des questions orales, de poser des questions écrites, d'interpeller le gouvernement sur sa ligne de politique générale. Donc des députés qui se taisent, alors que quand ils quittent l'Assemblée, on sait ce qu'ils disent dans la ville. Ils disent quoi? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Vous avez été député? Non, j'ai été, moi je n'ai pas joué aux langues de bois, vous me connaissez. Oui, allez-y. J'ai été député, j'ai adressé des questions orales. Il y en a qui ont eu leur réponse, il y en a qui n'ont pas eu leur réponse. Il y en a pour lesquels on a tiré. Si je prends le cas du statut particulier et dédié à la police, et aux eaux et forêts et à la douane, si je prends le cas par exemple des lois de règlement, c'est-à-dire ce qui a obligé le gouvernement à faire la reddition, donc en fait à faire voter, valider l'exécution des budgets successifs, etc. Mais ici, pour que vous compreniez bien, c'est terre à terre. Nous avons le pouvoir de légiférer. Il y a plusieurs types de lois. Il y a les lois d'autorisation de ratification. Ces lois d'autorisation de ratification concernent quoi? Le gouvernement a mené des démarches pour que on ait il y a des projets. Et les projets sont censés financer des secteurs vitaux de l'économie pour faire éradiquer la pauvreté. Vous votez des autorisations de ratification et vous ne vous préoccupez plus des conditions de mise en œuvre. Quand moi j'ai adressé des questions orales, des questions écrites ici, mon grand frère là, vous le connaissez, mon grand frère là, mais il est venu dans ma localité ici me livrer aux populations pour dire, ah, est-ce que moi je l'ai envoyé pour poser question numéro 1, question numéro 2. Vous voulez parler je parle de l'ancien chef de l'État. Oui, mais c'est, je vous assure, j'ai été acculé. J'ai été traité de tous les noms. Et pourtant, c'était pour la cause du développement. Donc, il faut que, au sein du Parlement, et je crois que le président Oumbeji a pris, avec mes collègues qui sont restés, ont pris la mesure des choses. Il y a des réformes institutionnelles. Les députés, moi, eux-mêmes, sentent le besoin d'avoir une commission permanente qui doit se préoccuper de ça. Fort heureusement. Pour le dossier de l'Assemblée, là, oui, quand vous prenez, il y a des députés dedans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et moi, je suis obligé de dire, hein, oui, allez-y, allez-y. La minorité qui dit, oui, nous sommes d'accord là, c'est hypocrite. Évidemment, le politique ne fait rien sans intérêt politique. Leur intérêt politique, c'est qu'ils ont des collègues qui sont dans le groupe là, qui les ont quittés. Et comme l'autre dit, je vais les traduire à la haute cour de justice, c'est de dire, bon, débarque les gens aussi pour que le nombre de députés qui te soutiennent diminue. Mais c'est réel, hein, s'ils se sont réveillés maintenant, c'est bon, d'accord? Mais on ne fait pas, en un mot, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, c'est un instrument. Vous avez dit qu'il y a des députés dedans. Il y a des députés dedans. Citez au moins quelques noms. Non, moi je ne vais pas citer de noms. On a publié une liste qui se reconnaissent. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce qui est important, ce sur quoi il veut mettre l'accent, c'est quel est ce contrat de marché public où celui qui a construit, le Marocain là, oui, qui a construit, il est à 89%, il a consommé 90%, il y a eu des retenues de garantie, etc. On va l'emprisonner. On a emprisonné des gens, donc il y avait déjà un risque au plan juridique. Donc il a fait 89-90%. Et au même moment que on lui a donné avance, mais quelle est cette maison qu'on veut construire? On donne avance au maçon et en même temps on donne avance à celui qui va poser climatiseur. On donne avance à celui qui va acheter les meubles. On donne avance à celui qui va acheter l'ordinateur. C'est pas bon. C'est pas bon. Cet argent-là aurait pu servir à finir les grosses œuvres et aller dans le temps. Bref, nous avons fait ce qu'on aurait dû faire à un moment donné. Nous avons durci le ton. Et le président Nago n'a pas manqué de le porter, mais le pouvoir en a fait
ce qu'il veut. Comment vous voyez cette lutte-là aujourd'hui? Quelle lutte? Par rapport au siège, le président a envie de frapper. Non, il n'a qu'à frapper. Moi, il n'a qu'à frapper. Moi, je ne sais pas s'il a frappé, il n'a qu'à frapper. Parce qu'en réalité, l'Assemblée ne peut pas continuer à être le lieu où les autres vont se réfugier non plus. L'Assemblée ne peut pas être le lieu des affaires. Quand on parle de réforme du système partisan, là, il faut qu'on se regarde. Vous avez vu, la loi a bien dit, l'homme d'affaires qui veut faire la politique, il se désiste de ses affaires. Je parle du député. Là. Et il y a eu plusieurs collègues, quand ils se sont désistés, là, ils ont donné leurs affaires gérées par leur grand-mère au village. Ils étaient toujours là, dans l'ombre. Donc, si de deux choses l'une, il vaut mieux, si on décide de dégager les hommes d'affaires qui restent occupés de leurs affaires, mais que les députés se forment, qu'il y ait un réseau pour défendre le secteur privé, à mon avis, c'est plus sain. Est-ce que vous ne pensez même pas que, de manière générale, il vaut mieux tenir à l'écart de la chose politique les hommes d'affaires? Parce que, fondamentalement, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Oui, il faut le faire, mais pour le faire, il faut avoir changé la Constitution. À mon avis, hein, parce que la Constitution donne le droit à chacun de se faire, disons, d'être élu, mais les lois définissent qui peut être aussi éligible. Peut-être au niveau des lois, mais il y a une grande complicité. Mais voilà, ils sont là-bas, c'est eux qui vont voter les lois. C'est eux qui vont voter les lois. Hein. Ils vont voter les lois et vous pensez qu'ils votent des lois qui soient contre eux? Non. Il faut aussi l'éveil citoyen. Oui, puis on poursuit cette émission. Bien sûr, M. Nicaise Fagnon, nous allons parler à présent du RAVIP. Et vous pensez que le RAVIP est ce qu'il faut pour réactualiser la LEPI? Oui, il y a deux choses qu'il faut reconnaître. Il y a la matière électorale. Le RAVIP, tel que c'est lancé, n'est pas lancé à but électoral. Et quand on parle d'élection, il y a intérêt politique, antagoniste, il y a suspicion, et c'est pour éviter, auparavant c'était le ministère de l'Intérieur qui faisait établir la liste des électeurs, il y a eu la méfiance, c'est les problèmes qui découlent de l'organisation des élections qui a obligé à vraiment revoir. Bon, à mon avis, tel que nous avons monté la loi sur le COSLEPI, là, nous-mêmes, nous nous sommes rendus compte qu'elle coûte cher pour le pays. Elle coûte cher pour le pays. Aujourd'hui que vous vous êtes rendu compte qu'elle coûte Non, non, bien avant. On s'est rendu compte. Parce que une chose est de faire une loi, mais l'autre chose, au moment de la mettre en œuvre, les difficultés qu'on a rencontrées, ce qu'on a transcendé, c'est énorme. Bon, moi, je vais vous rappeler, la loi avait indiqué qu'on devrait avoir fait la LEPI pour qu'au 31 décembre 2013, on ait fini d'élire les élus, d'élire les représentants, enfin, les élus locaux, de faire l'élection des maires, etc. Mais, constat pour constat, leur mandat a dû être prorogé de 2 ans. Et quand vous regardez les approches, audits participatifs, tout ce qu'il faut pour remettre, il faut concevoir un imprimé, il faut aller et avoir recours à une technologie particulière pour faire la lecture. Or, ça prend du temps. Et on a défini un calendrier. C'est pour ça que la Cour constitutionnelle, puisqu'il y a une loi, elle est garante du respect, disons, de ces lois. C'est-à-dire qu'en juillet, le 31 juillet, ce qu'on a mis dans le cause de la loi là, c'est qu'on devrait mettre en place le COSLEPI et justement, tous les 15, c'est-à-dire le mandat de ce COS-là, c'est 6 mois. Et si j'ai bon souvenir, ils peuvent être renouvelés une seule fois aux individus, mais pas plus. Mais c'est 6 mois. C'est-à-dire normalement, tous les 15 janvier, on doit avoir actualisé la liste électorale. Donc entre le RAVIP et le COSLEPI, il y a une différence. Si on n'a pas pu faire ça, on n'est même pas arrivé à apurer les dépenses. Le COSLEPI datant de 2015, on n'a pas encore apuré. Et les dernières dépenses pour les élections présidentielles ne sont pas apurées.
Et si on rentre dans ça là, maintenant là, avec tout le processus, parce qu'il faut aller réafficher la liste antérieure de 2015 au niveau des postes de vote et maintenant espérer que les gens qui ont vécu là, il faut qu'ils se déplacent. S'il n'est plus ici, il faut qu'ils se déplacent pour aller voir. Ce n'est pas... C'est compliqué. Or, Ravip, honnêtement, sans vous mentir, pour nous, nous attendons en tant que maire la continuité du Ravip en liaison directe avec les mairies. Pourquoi? Le mal de notre développement, c'est aussi au niveau de l'état civil. C'est là, les droits des enfants sont violés. Nous-mêmes, nos droits sont violés. Vous pouvez aller, vous ne pouvez pas trouver votre souche, ainsi de suite. Il faut pouvoir avoir un serveur communal. Il faut un serveur départemental. Je crois, on est en train de lancer des centres secondaires d'état civil. Donc à ce niveau-là, quand on a fait Ravip, vous voyez, de façon décontractée, les citoyens sont partis. Ils sont allés se faire enregistrer. De façon décontractée. Attendez, quand on va dire maintenant Koslepi, ce sera une tension. On n'a pas enregistré la venue de politiques, si ce n'est que parce qu'ils sont membres des organes pour vérifier est-ce que ça se passe bien. Nous-mêmes, on ne s'est même pas mêlé de Ravip. Et tel que c'est fait là, la seule chose que je déplore, c'est les grèves qui sont intervenues. Et les grèves qui sont intervenues sont de nature à perturber les choses et il faut absolument qu'on permette que l'opération se reprenne, ne serait-ce que pour un mois, pendant que les enfants sont encore là, pour aller les capter dans les écoles. C'est de récupérer le fichier. Parce que c'est pour ça qu'il dit que les députés, le veuillent ou non, ils doivent actualiser la loi portant relative au Koslepi. Pour faire en sorte que le processus d'actualisation ne procède plus de la même manière qu'on a fait là. Ça va être difficile. Ils vont récupérer le fichier comment? Le fichier Ravip, c'est ça? Le Ravip n'est pas mis en œuvre sans l'Agence nationale du traitement, déjà. Donc, l'Agence nationale du traitement, que ce soit les bases de données, ils ont eu l'intelligence de pouvoir travailler avec l'Agence nationale du traitement. Parce que les enfants qui se sont occupés de la biométrie, évidemment, ont été recrutés sous la supervision de l'ANT. Vous avez compris? Donc, il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Il ne faut pas diaboliser le Ravip. À mon avis, il faut prendre en compte, il faut positiver. Et partir de là, revoir l'approche. Et on est obligé de toucher à la loi parce qu'en l'état, là, ils sont obligés d'aller rechercher pour dire, ils vont afficher l'ancienne liste. Ce n'est pas bon parce que déjà l'ancienne liste, il y a des gens qui étaient morts, on n'a pas pu apurer parce qu'on n'a pas réussi à apurer ces listes-là. Et au moins, avec ce qui a été enregistré, je vous assure que pour ce qui me concerne, il vaut mieux positiver à ce niveau. Vous avez dit hier que le Ravip s'est fait sans souci d'élection. Et en cela, vous pensez qu'il n'y a pas de risque pour une liste électorale fictive? Non, il ne peut pas avoir il n'y a pas de risque pour une liste électorale fictive. Pourquoi? Je vous ai dit, ils n'ont pas fait le Ravip sans l'Agence nationale de traitement. Il appartient aux députés, puisque c'est des individus physiques qui se sont présentés. Et au moment où on l'a fait, qui va aller mettre quelle liste? Non, on n'a pas envoyé un papier à quelqu'un. Au moins ça là, si quelqu'un a constaté qu'il a été possible d'envoyer une liste de quelqu'un qui n'existe pas, pour dire, ah, parce que moi je vais aller aux élections à tel endroit, puisque l'enjeu n'est même pas là. Or, quand on dit Koslepi, surtout les villages frontaliers là, vous voyez souvent des gens, vous amenez des gens, déplacer les gens. Quand on va dire élection maintenant, puisqu'on parle de circonscription, des gens font déplacer des gens d'autres localités pour venir s'inscrire sur une liste alors qu'ils n'habitent pas là. Et le moment des élections, à 48 heures, vous voyez des minibus, vous voyez des bus qui débarquent, des étudiants, des vendeuses, des gens qui viennent de toutes parts pour venir voter. Ici, là, il n'a pas été question de faire ça. C'est pour ça, moi, je parle de ce que je connais. J'ai eu la chance d'avoir vécu, et c'est au cœur, paix à son âme, au cœur de Koslepi, que j'ai perdu ma fille en octobre 2013.
j'ai travaillé à dormir au bureau et franchement, je sais quel effort on a fourni. Je sais quel effort les gens qui étaient en exil à l'époque là. Vous voulez parler de qui? Je peux parler d'Olivier, de Patrice. Je sais quel soutien ils nous ont apporté, ne serait-ce que moralement. Parce que c'était difficile. Vous voyez? Bref, on a passé ce... Donc vous étiez avec le président Boni Yahi en même temps, vous étiez un grand ami. Non, justement, en 2011, après avoir été l'un des instigateurs à nouveau de sa réélection, nous ne sommes plus entendus. Nous ne sommes plus entendus pour plusieurs raisons. Mais il demeure mon frère. Vous avez vu, je n'ai pas été... Moi, je ne suis pas éduqué à ça. Je ne suis pas là pour aller jurer quelqu'un. Non, je ne suis pas là pour aller... Puisque j'ai participé à un système de gouvernement. Donc, je ne peux pas noircir tout, mais là où il y avait des points d'ombre, je l'ai soulevé. Moi, je ne suis pas comme les autres. J'étais là, à l'Assemblée. J'étais membre de mon groupe parlementaire. Au sein de FCBE, ça ne m'a pas empêché de lui envoyer des bolides, des questions orales, des questions écrites. J'ai été traité de tout. Je rends grâce à Dieu. Franchement, je rends grâce à Dieu. Nous allons évoluer dans le débat, M. Fagnon, et nous allons parler du redressement fiscal à présent. Depuis l'avènement du régime du nouveau départ ou de la rupture et tout, il y a des redressements fiscaux tous azimuts au Bénin. Vous avez un avis par rapport à cela? Je vais vous arrêter tout de suite. Là aussi, notre pays, qu'est-ce qui alimente les ressources du budget? Ce n'est pas la fiscalité. Non, on a un budget purement fiscal. Et puis, la base de l'assiette n'est pas élargie. Nous avons un système où l'informel prédomine. Donc, l'État même n'est pas arrivé, et c'est sur ça là, il faut que l'État travaille. L'État même n'est pas arrivé à capter la niche que représente l'informel pour essayer de réguler les choses, afin que l'impôt ne pèse pas sur quelques-uns. Le redressement fiscal n'est donc pas nouveau. Ce que je vais vous dire, et à la limite, un gouvernement roule sur le portefeuille que lui a légué et l'autre gouvernement. Vous savez pourquoi? L'administration fiscale est là. Quand ils ouvrent un dossier, ce n'est pas parce que le régime là est clôturé que bon, votre dossier est clos et on ouvre un autre. Non. C'est-à-dire les impôts qu'on vous réclamait là. Même ma commune, les communes, elle a été l'objet de redressement parce que mes gars ont manqué de verser la taxe. Et ça, c'est un peu avant moi aussi, ou un peu sous moi aussi. La taxe immobilière sur le loyer. Moi, je pense, c'est vrai qu'il y a un souci. Et moi, le plus grand souci pour moi, c'est comment l'État va arriver à délester. Je ne dis pas de... Les gens doivent. Il faut trouver le moyen de leur donner un planning, un plan de remboursement, de travailler. Et je trouve que le président Talon a encore de grandes réserves. Il a de grandes réserves de potentialité non encore utilisées. Quand vous prenez uniquement nos communes là, les besoins qui existent au niveau de nos territoires, si il y a l'approfondissement de la décentralisation, de la mise en œuvre de ces projets sur chacun de nos 117 communes, il n'y a pas de raison. Les opérateurs économiques au Bénin là sont combien? Je vous ai parlé de la construction d'infrastructures ici. D'accord? Si pour le construire, c'est des opérateurs économiques. Mais le fait qu'on n'est pas construit, on va dire qu'on est en situation de pauvreté. Moi, je dis, la pauvreté est une opportunité d'affaires quand on cherche à solutionner. Parce que lorsqu'on va recruter des hommes d'affaires spécialisés dans les BTP, ce sont eux qui vont investir et c'est là où il y a l'intérêt du partenariat public-privé. Il faut le prendre au mot. Écoutez, les dettes de l'État là, c'est vis-à-vis des agents économiques. C'est une technique financière. Moi, je partage ça. Mais pourquoi ça... Attendez. C'est une technique financière, je partage ça.
les créances que l'État a. C'est-à-dire que les gens doivent à l'État et l'État doit à des agents économiques. Si je prends le cas de ce que les gens doivent à l'État, les gens n'arrivent pas à payer. L'État peut vendre et je soutiens le jeune Wadaï pour ça. Vous voyez, son papa m'a enseigné peut-être quand il avait 5 ans. Hein. Bon, Aline. C'est mon jeune, c'est mon jeune. Et je le soutiens fortement. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que ce que les gens doivent à l'État, c'est Ce redressement fiscal ne vise que certains opérateurs économiques. Non, attendez, je vais en venir. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, ce que les gens doivent, les créances, ce que les gens doivent à l'État, l'État vend ses créances à un fonds vautour. C'est des institutions qui sont dédiées et ils ont les techniques pour recouvrer. Mais sous décote, prend une commission, on me verse l'argent aujourd'hui. Les dettes que l'État a vis-à-vis des autres, que l'État, disons, demande à une SGI, qui est une société anonyme. Vous pouvez être actionnaire dedans, l'autre peut être... C'est une société anonyme. Donc le débat n'est pas là-bas, de dire oui, c'est la société de quelqu'un. Mais c'est de reconnaître qu'on veut liquéfier, c'est-à-dire que l'État veut donner les moyens aux agents économiques de tourner. Parce que le fait que l'État leur doive et que l'État n'arrive pas à payer est facteur de blocage de leur activité. Et le fait que leur activité soit bloquée peut limiter la collecte de l'impôt et peut justifier aussi que la pression fiscale soit élevée. Quand vous parlez de on poursuit des opérateurs économiques, je vous ai dit, l'administration fiscale, elle est là, elle est permanente. C'est une continuité. Dites-moi quel opérateur économique est poursuivi sur la base, est-ce que c'est nouveau ou bien est-ce que c'est sur la base de ce qui est ancien? Dites-moi ça. Peu importe le montant. C'est ça le problème. Je ne dis pas, je vous ai dit que le souci, c'est parce que notre économie est dépendante de la fiscalité. Notre économie est à prédominance secteur informel. Et ce qui a recommandé, l'État n'a qu'à faire l'effort d'aller chercher les niches, d'élargir son assiette fiscale parmi l'informel de l'autre côté, pour éviter que l'impôt ne soit porté uniquement sur la tête des autres. Je me rappelle bien, quand on votait la loi de finances, c'est moi-même qui me t'ai rapproché des opérateurs économiques d'un certain rang pour dire, bon, écoutez, est-ce qu'on peut continuer pour dire que l'État vienne et bon, on met la banderole, on ferme. Et on a introduit dans la loi les moyens de recours. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques de oui, on est en train de faire chasse à la chasse aux sorcières ou pas. Je voudrais aller dans la logique de l'économie de notre pays, de la structure de notre... et pour vous faire remarquer encore une fois que ce que poursuit l'État là, si ça n'avait pas été commencé, et que c'est là qu'ils ont commencé, lui-même a fait, non? Donc le président Yahi même a traqué les opérateurs économiques, non? Ah bon? Mais c'est normal. Le cabinet d'avocat, le cabinet juridique d'un avocat là. Vous prenez sous Kérékou. Ils ont traqué parce que c'est la nature de notre budget qui est essentiellement fiscal, encore une fois, à prédominance et économie informelle. Et c'est le fait aussi qu'on soit dans un système de sous-emploi. Mais le sous-emploi est énorme. Ça veut dire qu'il y a des facteurs de production qui sont disponibles, qui ne sont pas judicieusement combinés. Il y a des ressources humaines qui auraient pu être actives. Nous comprenons tout ça, M. Fagnon. Mais oui. Pourquoi tous les gouvernements, lorsqu'ils doivent engager le processus de redressement fiscal, ils ne s'en prennent qu'à une marge d'opérateurs économiques qui ne les accompagne pas? Je ne vais pas vous cacher. Dans cette affaire-là, est-ce qu'il y a un opérateur économique qui n'est pas obligé de redressement fiscal? Il n'y en a pas. Mais moi, je dis, les fonctionnaires des impôts, là, ils n'ont qu'à travailler pour élargir la base de l'assiette fiscale. Ils n'ont qu'à étendre, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de rembourser. Mais ils sont obligés d'utiliser aussi parfois des forces coercitives
Parce que les mêmes opérateurs peuvent avoir l'argent ailleurs, il peut avoir de contentieux. Et quand il y a de contentieux, il faut trouver le moyen de mettre, entre parenthèses, ces contentieux et donner la possibilité aux sociétés de travailler tout en prélevant de la fiscalité active. D'accord, monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On ne peut pas être à la fin. Parce que mon cri de cœur, c'est par rapport aux jeunes. Non, justement. Ça vient. On n'a pas encore... Avant votre conclusion, comment se porte la commune de Dassa et vous êtes désormais membre de quel parti politique? Bon, moi-même ici, je suis parfois incompris. C'est pour ça que je suis dans la meilleure position pour comprendre Patrice Talon. À Dassa Zoumé, la commune se porte bien. La commune se porte bien parce qu'il ne faut pas que mes compatriotes, mes concitoyens perdent de vue qu'avant mon arrivée, il y a eu 12 ans de décentralisation. Et c'est dans les prolongements là, prolongation de délai là, de 2 ans là, qu'il y a eu un certain nombre d'infrastructures, dont l'hôtel de ville qui est critique. Je m'en voudrais de ne pas parler de ça. Je suis venu hériter d'un hôtel de ville. C'est là où normalement se trouve mon bureau. Donc, s'il y a quelqu'un au premier chef là, qui a intérêt que ça soit achevé, c'est moi. Il faut que ce soit très clair. Quand j'ai pris le contrat, le contrat a expiré 2 mois avant mon arrivée. Ça veut dire que je suis censé venir inaugurer. Quand j'ai retracé, est-ce que ce n'est pas terminé? Est-ce qu'il y a l'argent réservé? Il n'y a pas de l'argent réservé pour ça. On a planifié 100 millions en 2014. Et pour attribuer même le marché, l'autorité de régulation des marchés a dû même intervenir parce que entre les collaborateurs, ils ne s'entendaient pas avec l'attribution. Bon, fort heureusement, l'État lui-même a organisé de venir faire plusieurs audits et récemment pour questionner les gens. En 2014, je dirais, on n'a payé que 40 millions sur les 100 millions, mais les 100 millions n'ont pas été, les 60 autres millions n'ont pas été réservés, c'est-à-dire en trésorerie. On a utilisé pour d'autres besoins d'infrastructures à cause de l'énormité des besoins socio-communautaires. En 2015, ça a été pareil. On n'a payé que 22 millions. Et ça a été payé, a été mandaté avant mon arrivée. Et depuis, je suis venu, on me dit, ah, il faut avenant. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Je dis, mais comment il va faire avenant pour un hôtel de ville dont la construction n'est pas arrivée, n'a pas dépassé le nombril? On m'a montré que, voilà, il y a des... En réalité, quand on a lancé, et c'est après que j'ai initié une mission d'expertise immobilière pour évaluer, que nous avons compris qu'il y avait eu de fausses notes. Au démarrage, on n'a pas fait l'étude du sol. On a demandé quand même, mon prédécesseur a rattrapé en demandant dans le DIAO à l'entrepreneur de faire l'étude du sol avant de faire. Mais lui, il a soumissionné pour un dossier technique. L'étude du sol a révélé autre chose. La preuve, c'est que il m'a montré, voilà, tu vois, et au départ, voilà le site, mais on a dû déplacer. Et puis l'étude du sol a révélé ici des granites. Donc, il y avait des roches. Et du coup, des semelles de 60 cm, en fait, ça a modifié la contexture du bâtiment sans que le conseil communal qui m'a précédé n'ait validé le nouveau plan d'exécution avec les coûts inhérents. Bref, c'est un hôtel de ville dont la construction va se poursuivre après que nous ayons maintenant le rapport définitif d'évaluation. En ce qui concerne la ville, nous avons travaillé et fait le lobby avec l'autorité centrale. On fait poursuivre les pavages dans la rue, ça fait 6 km. Nous avons bénéficié d'un nouveau programme de 2,5 km dans le cadre du programme de ville durable pour faire des espaces verts, place à Jobo-Cognas, place publique et puis aménager d'autres voies à l'intérieur de la ville. Nous avons bénéficié de 100 logements sociaux. Nous avons bénéficié là on a clôturé l'école de police. Nous avons bénéficié donc de lycées techniques, de centres de formation professionnelle et surtout l'érection ici de plusieurs directions départementales de ministères.
Du point de vue de l'agriculture, nous travaillons activement pour vraiment améliorer la capacité de génération de revenus, surtout par ici avec ce que j'avais entrepris et par le passé sous l'égide du régime là, à la Sonapra, la riziculture a pris par ici. Les problèmes de maîtrise de l'eau sont préoccupants. Donc nous avons bénéficié des infrastructures en matière hydraulique, il y a l'eau, ainsi de suite. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous travaillons pour accélérer et, disons, d'apprêter le cadre de vie, tant aux citoyens, tant à l'État, pour pouvoir ériger des infrastructures. Mon cri de cœur, c'est par rapport à la jeunesse. Et ce cri de cœur, je voudrais vraiment que, pendant que nous nous acheminons vers l'orientation budgétaire à fin juin là, pour le budget 2019, que le gouvernement soit très regardant. Le secteur de la jeunesse, c'est transversal. Ça veut dire que c'est plusieurs ministères. Faire en sorte que 30% de ce budget-là puisse porter et capter l'attention, disons, des jeunes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si rien n'est fait par rapport aux jeunes, quand je parle de jeunes, je parle aussi des enfants. Et tout ce qui est en train de se faire, je demande simplement qu'on considère Patrice Talon comme l'hirondelle qui a annoncé le printemps. Il ne peut pas faire le printemps lui seul et que chacun de nous, en tout cas, c'est d'abord dans nos localités que nous puissions activer, travailler pour impulser des dynamiques internes. Répondez à la deuxième question par rapport à votre parti politique. Vous êtes désormais d'un parti politique et vous profitez également pour conclure. Oui, je suis membre de l'Union des forces engagées pour la démocratie et le développement. Nouvellement créé? Non, ce n'est pas nouvellement créé. C'est le parti qui a cogné FCBE ici, là, pour qu'on ait eu la mairie. C'est le parti qui était membre de FCBE, qui a cogné FCBE ici. Je préfère dire ça comme ça. Et la présidente, c'est Madame Prof. Christine Ouinsavi. Donc aujourd'hui, en tout cas, moi, je travaille dans le chantre du nouveau départ. Il faut que ce soit de la mouvance présidentielle. Oui, et puis je ne suis pas quelqu'un qui a changé de veste parce que, et contrairement à ce que certains de vos collègues prennent la liberté de dire là, moi je ne suis pas un fanfaron. Vous comprenez? Je ne peux pas avoir identifié des projets d'action dans le programme d'action du gouvernement. Je ne peux pas avoir vu la concrétisation de ce programme-là. Je ne peux pas avoir été membre de tous ces courants. Moi, je suis en dehors. Je ne suis pas là pour courir derrière un poste. On apprend déjà même dans les coulisses que c'est bien possible lors d'un prochain remaniement. Non, le problème n'est pas là. Vous voyez, là où je suis ici, oui. Je suis beaucoup plus préoccupé par la question du développement local. Et quand je le dis, je suis entier. Et je ne peux pas avoir la chance de connaître quelqu'un, même si il est accusé de dire oui, il a avoué que bon, lui il a profité. D'accord, ça veut dire qu'il connaît mieux le système. Il connaît mieux le système et il a une chance en or. Pour moi, le repentir, c'est dans le fait de pouvoir réussir à réduire le taux de pauvreté. Et ce n'est pas dans les statistiques. C'est sur le terrain. Il faut que les différentes actions à mener, c'est en faveur des femmes, en vue de renforcer leur autonomisation. C'est en faveur des jeunes, en faveur de l'éducation, en faveur même des agents économiques. Et il faut tout faire pour que nos potentialités, dont il est question de faire aujourd'hui la révélation, du point de vue touristique, du point de vue culturel, les artistes, il faut les prendre en compte. Franchement, ça c'est l'autre couche. Ils se sentent comme abandonnés. Les artisans, franchement, c'est la base du développement du demain. Et les jeunes, honnêtement, il faut revoir. Quelle est cette affaire d'aller faire le BAPES les mercredis soirs, les samedis, dimanches là? Non, il faut revoir pour qu'il y ait des écoles normales. Normal. Il faut revoir ça. La qualité, c'est la qualité. Les anciens, au lieu de se plaindre pour dire on a vendu des dettes, pourquoi ils ne réclament pas? Parce que moi j'ai fait un constat au Parlement en 2013. J'ai posé des questions, on n'a pas solutionné. On a reversé les agents contractuels de l'État.
Et le régime d'alors en 2013 devait 20 milliards à la Caisse nationale de sécurité sociale. Est-ce que de 2013 à 2016, à 2015, à la fin de ce régime, ça a été payé? Est-ce que depuis 2016 à maintenant, ils sont payés? Donc ça veut dire que ils ont simplement dit, bon ok, comme il y a possibilité de vendre les dettes, ce que vous nous devez là, les avancements et autres, calculons et payez tout de suite, puisqu'il s'agit de sécurité sociale. Il faut aller vendre aussi ça, pour que nous puissions jouir, parce que les enfants là, ils ne bénéficient pas, pour ceux qui m'ont dit, ils ne bénéficient pas d'allocation familiale. Moi-même, j'en ai hérité ici. Vous vous rendez compte? Après 12 ans là, il y a des dettes de sécurité sociale qui n'ont pas été payées au temps de la sous-préfecture. Et autant, les 12 ans là n'ont pas permis d'apurer, que je suis en train d'apurer. Parce que c'est de la matière humaine. Maintenant, il y a le programme H du gouvernement qui parle du renforcement du capital humain, qui parle de l'assurance maladie, qui parle de mutuelles de santé et qui s'intéresse aux indigents. Et maintenant, si nous ne travaillons pas pour préparer et d'identifier les plus pauvres, demain, il ne faut pas qu'on dise que oui, c'est parce qu'eux là, ils ont chantonné, ils sont pour talons, qu'on les a pris. Donc ça aussi, c'est nous. Oui, monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre conclusion, en quelques secondes. Ma conclusion, je la répète, pour moi, Patrice Talon est ambitieux. Il est audacieux. Et son audace, son ambition doivent être accompagnés. Il faut qu'on le soutienne, il faut qu'on le prenne au mot, mais il faut qu'eux aussi, ils puissent approfondir, d'identifier la plénitude d'opérateurs économiques secteur par secteur, S-qualité, pour les utiliser à l'effet d'augmenter non seulement le volume et la qualité des investissements sur le territoire des communes. Ceci permettra de donner du boulot. Pour moi, ce n'est pas possible. Dans un État comme ça, qu'on dise qu'il y a chômage. Ce n'est pas possible qu'on dise qu'il y a pauvreté. Ce n'est pas possible. Vous allez dans la nature, il y a des potentialités non exploitées. Et je crois, à la faveur des réformes dans l'agriculture et autres, il faut aussi de la mesure, du bas en haut, pour s'assurer que ce qu'il est en train d'ambitionner de faire là n'est pas en train d'être aussi suspendu en haut comme ça à certains égards et que tout se territorialise. Nous devons aller très vite à la territorialisation du programme d'action du gouvernement pour s'assurer de l'aménagement équilibré du territoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez la route de pêche. Les investissements qui se font là-bas sont énormes. Il ne faut pas oublier Grand Popo. Il ne faut pas que vraiment l'érosion côtière englobe Grand Popo. Tonato en aura sur sa conscience. Pissounyo, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Mesdames, Messieurs, voilà, ça sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Une émission spéciale qui a reçu pour vous Nikez Kochami Fagnon, actuel maire de la commune de Dassazouma, président du groupement intercommunal des collines, ancien député, ancien ministre, ancien membre du COSLEPI, ancien conseiller à l'économie du chef de l'État, spécialiste du financement de développement, ancien fonctionnaire de la BOAD. Et à ce titre, il a parlé des différentes questions qui font débat actuellement dans la République. Shamsdine Badarou de Guéri TV, puis son de Reporter Bénin. Oui, merci à vous, Pissounyon. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Reporter Bénin, maire honorable député. Merci pour l'accueil. Je rappelle à nos chers internautes que nous sommes ici à Dassazouma. Nous sommes arrivés depuis quelques jours ici. Et merci quand même à l'autorité, le numéro 1. Nous disons merci infiniment au numéro 1 de la commune de Dassazouma pour l'accueil chaleureux. Chers internautes, merci à vous et on se donne rendez-vous très prochainement, pourquoi pas à côté, dans une autre ville ou dans une autre commune à côté de celle de Dassazouma. Merci à vous et à très bientôt.